Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans Carrefour littéraire. Carrefour littéraire, c'est notre nouveau rendez-vous web. C'est un moment de lecture, un moment de partage, voilà, un moment que je voulais partager avec vous pour, euh, pour de la détente, pour décompresser, pour déstresser, pour voyager un petit peu, voilà, pour s'évader, libérer les pensées. Voilà, nous vivons, nous sommes dans une certaine conjoncture qui fait il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de soucis et d'inquiétudes. Et je sais qu'à travers les pages d'un livre, on peut tout oublier. Je sais qu'à travers les pages d'un livre, on peut rêver, on peut imaginer, on peut se ressourcer. Donc Carrefour littéraire, ce sont ces petits moments, ces petits rendez-vous où j'aurai vraiment le plaisir et l'honneur de partager avec vous mes livres coup de cœur. Voilà, parce qu'il y a des livres du haut de mon jeune âge, il y a des livres qui m'ont marqué, des livres qui m'ont beaucoup intéressé, des livres qui m'ont fait rire, des livres qui m'ont fait pleurer, des livres qui m'ont touché d'une façon particulière et je voulais donc les partager avec vous parce que je crois au pouvoir de la lecture, voilà. Comme je l'ai dit, je crois qu'à travers un livre, on peut décompresser, on peut se détendre, on peut voyager, on peut apprendre aussi. Donc voilà le pourquoi de ce nouveau programme que je vous propose sur mon Facebook, voilà. Sur Facebook, on voit un peu de tout, on voit un peu tout et rien. On y voit beaucoup de bêtises. Et pour ma part, je voulais apporter cet apport-là de positivité, cette pause culturelle. Et voilà, j'espère que vous serez conquis. J'espère que ces moments de partage vont vous plaire, vont vous ouvrir l'esprit et vont vous faire aussi voyager. Voilà. Pour cette première, le livre que je vais partager avec vous, c'est un livre très spécial. C'est un livre très spécial euh, qui me touche particulièrement. Vous comprendrez pourquoi. Euh, il s'agit donc du livre Le mal congolais. Le mal congolais, écrit par Jean-François Sylvestre Souka et publié aux éditions L'Harmattan. Voilà, certains l'auront déjà compris. C'est un livre particulier et spécial pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un livre qui a été écrit par mon père. C'est un livre qui a été écrit par mon père. Et étant, étant une Française à 100%, étant une Française à 1000%, une Française de couche, donc née en France, grandie en France, ma couleur trahit quand même un secret, voilà. Ma couleur, mon teint, révèle quand même une certaine origine. Et justement, étant née et grandie en France, je n'ai pratiquement jamais vécu au Congo. Je ne connais pas le Congo. Je ne connais pas le Congo qui est ma terre d'origine, qui est la terre de mes ancêtres. Et en fait, à travers cet ouvrage, j'ai découvert mon pays d'origine. À travers cet ouvrage, j'ai découvert le Congo sous toutes ses coutures. Alors non seulement j'ai découvert mes origines, non seulement j'ai découvert le Congo sans avoir pris de billet d'avion, à travers ces pages écrites par mon père, j'ai découvert mes racines. Et n'ayant pas grandi avec mon père, à travers ces pages, je l'ai redécouvert. J'ai redécouvert mon père. Et
chose très bizarre et très surprenante, pour moi, en lisant ces lignes écrites de sa main, je me suis lue. Je me suis lue, je me suis vue. Et il a partagé dans ce livre une très grande partie de son histoire, une très grande partie de sa vie. Donc je l'ai découvert jeune enfant, fils à papa. Je l'ai découvert jeune étudiant. Je l'ai découvert jeune père de famille. Et je l'ai découvert dans ses mille et une vies en fait. Et c'est ce qui fait que je me suis complètement retrouvée. C'est comme un livre miroir parce que en le lisant, j'ai compris la Délicia d'aujourd'hui en fait. J'ai compris mon identité, j'ai compris mes bagages, j'ai compris mes facilités d'hier et d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, mon père, c'est moi. C'est moi, c'est mon miroir à 80%. C'est mon miroir à 80%. Donc voilà pourquoi ce livre, il me touche particulièrement. Voilà. J'ai découvert mes racines culturelles, historiques et familiales également. Donc, j'aurai l'occasion à travers de Carrefour littéraire, comme je vous l'ai dit, partager des petits bouts de livres qui m'ont marqué. Et je lirai quelques chapitres, quelques pages. Bien évidemment, jamais tout en entier, sinon on n'en finirait pas. Mais jamais tout en entier parce que je dois vous laisser une part de suspense. Je dois vous laisser aussi le soin et l'envie de pouvoir découvrir la suite par vous-même. Voilà. Donc, on va commencer pour cette première aujourd'hui avec ce livre, Le mal congolais, origine de la ruine du Congo-Brazzaville, écrit par Jean-François Sylvestre Souka. À des moments, il se peut que je puisse bugger. Comprenez mon émotion parce que, comme je vous l'ai dit, en lisant ces lignes, je me vois moi-même, je me lis moi-même, je découvre et redécouvre mon origine, je découvre et redécouvre mon pays d'origine et des réalités qui ne sont pas toujours faciles à avaler, mais qui sont pourtant bel et bien là. Donc, voilà. À Célestine Mompombu, Norbert Souka, Jean-Christian Tsika Kabala, victime d'une guerre qui ne les concernait en rien. Introduction. Il est 4 heures du matin. Le jour ne s'est pas encore levé que déjà Bertille réveille ses 3 enfants âgés de 12 à 17 ans. Ils ont de la peine à se lever, surtout en cette période de saison sèche où il fait très froid. Mais il va falloir se réveiller si l'on veut trouver un peu d'eau pour la journée. En effet, c'est la corvée de la famille Goma, habitant le quartier Batignolles à Brazzaville. Depuis bientôt 3 ans, elle doit se réveiller à des heures indues pour faire des réserves d'eau, car en journée, aucune goutte d'eau ne coule de leur robinet. À Bas-Congo, chez la famille Mabiala, par contre, cela fait des lustres que l'eau n'est plus du tout sortie des robinets. Situation invivable. À Bas-Congo, chez la famille Mabiala, par contre, cela fait des lustres que l'eau n'est plus du tout sortie des robinets. Situation invivable, nous confie le chef de famille. C'est très difficile chez nous. Pour avoir de l'eau, il faut parcourir de longues distances, aller dans les quartiers où l'eau coule. Cette eau, nous l'achetons, ce qui pèse énormément sur notre budget, surtout pour nous qui avons des familles nombreuses. En effet, un bidon d'eau de 25 litres est vendu à 50 francs CFA
et son transport revient à 100 francs CFA, soit un total de 150 francs CFA pour une famille de 7 membres. Il faut compter en moyenne 10 bidons par jour, soit 1500 francs CFA. Une somme assez élevée comparée aux revenus du Congolais moyen. Alors que 1 mètre cube d'eau de la Société nationale de distribution d'eau, SNDE, coûte 100 francs CFA. Cela contraint certaines familles à utiliser l'eau du puits ou celle du fleuve, ce qui n'est pas sans conséquence, explique Marie-Odile, célibataire et mère de 3 enfants. J'ai 5 enfants à ma charge, les miens et ceux de ma sœur. S'il faut acheter de l'eau chaque jour, je ne peux pas m'en sortir. C'est pourquoi nous utilisons l'eau du fleuve ou celle du puits. Mais nous allons de moins en moins nous approvisionner au fleuve, parce que souvent beaucoup d'enfants s'y noient. Les enfants et les femmes sont ainsi les premières victimes de la pénurie d'eau, car c'est à eux que sont imposées généralement les corvées de gestion d'eau dans les ménages. On en est à invoquer la bonté divine pour avoir le droit de boire de l'eau potable dans la capitale de l'or noir. La journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année, a eu pour thème en 2007 « Faire face à la pénurie d'eau au Congo ». Il ne s'agit même pas de consacrer des quantités d'eau douce à l'agriculture et à l'industrie qui sont quasi inexistantes. Chez nous, on en est au point zéro, à savoir distribuer de l'eau potable aux populations des grandes villes et à celles des villages qui parcourent des kilomètres pour aller chercher le précieux liquide. Ce point zéro du problème semble être si négligé par les pouvoirs publics que les religieuses de Pointe-Noire ont décidé de s'en remettre à Dieu. Le dimanche 25 mars 2007, une messe a été spécifiquement organisée en la cathédrale Saint-Pierre, apôtre de Pointe-Noire, pour demander à Dieu de remplir leurs bidons de manière permanente. Les religieuses venues nombreuses à cette messe célébrée par Monseigneur Makaya ont commis le péché d'établir un lien entre les revenus pétroliers toujours en hausse et l'eau du robinet toujours en manque, comme l'indique une de leurs banderoles. Un autre témoignage. Ma femme a accouché avant terme et ce que j'ai enduré pendant ces 3 dernières journées à l'hôpital de Makelekele puis au centre hospitalier universitaire de Brazzaville où le nouveau-né fut transféré en catastrophe me dépasse. Nous sommes reçus au service des urgences et sans même demander de quoi il s'agit. La première phrase que j'entends c'est « Allez là-bas, allez payer la consultation, c'est 3500 francs ». Je cours donc à la caisse, je paye les 3500 francs. Le nouveau-né est emmené pour un examen réalisé par un médecin stagiaire. Quelques minutes après, l'ordonnance arrive. Je cours vite à la pharmacie du CHU. Le produit prescrit n'est pas disponible. Je saute alors dans un taxi en expliquant mon problème au chauffeur. Celui-ci roule à grande vitesse à travers les avenues de la capitale. J'arrive enfin à la pharmacie Mavre. Dieu merci, ils ont le produit. Je saute à nouveau dans le même taxi qui m'attendait. Une fois de plus, on roule à tombeau ouvert jusqu'au CHU. Un peu plus tard, ma femme éprouve le besoin d'aller aux toilettes. Je croise un jeune médecin interne. Il m'apprend que les toilettes ou les WC n'existent pas, tout en me suggérant d'aller derrière le bâtiment où il y avait un endroit protégé des regards indiscrets. J'y suis allée. L'endroit était parsemé d'excréments. Je reviens voir mon ami médecin et lui pose la question. Pourquoi donc cela? Sa réponse. Qu'est-ce que tu as déjà vu qui marche dans notre pays? Je lui demande également pourquoi il n'y a pratiquement pas de médicaments dans la pharmacie du CHU. Il me répond. Vas-y comprendre. Je lui fais remarquer qu'il devrait au moins y avoir des médicaments de première nécessité. Il acquiesce et observe qu'il faut être là de garde comme lui. La nuit, pour voir des accidentés, des cas très graves, mais qu'il faut qu'un membre de la famille du malade sorte du CHU pour aller chercher les produits qui peuvent sauver la vie du patient. En ce qui concerne les toilettes, continue-t-il, même si l'expérience montre que les toilettes modernes ne sont pas utilisées à bon escient chez nous, qu'est-ce que cela coûterait d'en construire qu'on pourrait vidanger ou des douches à l'extérieur des bâtiments par exemple? Et de me demander ce que j'ai vu à l'entrée principale de l'hôpital. Des travaux, lui répondis-je. C'est là que le médecin m'apprend qu'on était en train de remplacer, on se demande pourquoi,
des carreaux encore en bon état, composés à la place des staffs au plafond. Est-ce qu'une visite du président de la République Est-ce une visite du président de la République que l'on prépare ainsi, s'interroge-t-il. Je ne connais pas le montant de ces travaux, poursuit-il, mais il y a fort à parier qu'il y en a pour des millions, car la pelouse qui est en train d'être refaite derrière a coûté 11 millions de francs. Tout le monde en parle ici au niveau du CHU. Ce montant, c'est seulement pour la pelouse. Alors combien de fois pour les carreaux? C'est donc beaucoup de millions. Moi, je dis qu'au lieu de faire une pelouse qui ne va rien apporter aux malades, on pourrait, comme vous l'avez vu, approvisionner la pharmacie du CHU en médicaments, construire au moins des toilettes et des douches à l'extérieur. Finalement, chez nous, on donne la priorité à quoi? Autre témoignage. Amère situation que celle du Congo depuis son indépendance. Après 27 ans de marxisme et 3 guerres civiles entre les anciens dirigeants du pays qui se sont maintenus au pouvoir en se refaisant une virginité politique après la chute du mur de Berlin, le sang coule toujours au Congo. La principale préoccupation de la population est la survie. Un Congolais sur 3 souffre de la faim. À peine 2% des terres cultivables sont mises en valeur. Si le réseau des structures sanitaires est relativement dense, il n'en est pas moins très dégradé. L'adduction d'eau est très insuffisante et nombreux sont les gens qui doivent avoir recours aux points d'eau traditionnels, souvent pollués. Les maladies d'origine hydrique, en particulier le choléra, font des ravages. Pour être soigné, il faut payer. Autre fléau, le sida. Nombreux sont les enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes parce que leurs parents sont morts. Et ces orphelins sont encore à peine pris en charge par les pouvoirs publics. La population, et en particulier les réfugiés, doit se loger dans des conditions bien difficiles. C'est l'autoconstruction qui domine. L'inachèvement des bâtiments également, car les matériaux coûtent cher. Et pour les plus pauvres, on a les bidonvilles et les taudis. Le pays est accablé par une dette extérieure écrasante. Fin février 2009, se tenaient à Brazzaville, au Congo, les premières journées de chirurgie endoscopique, inaugurées en grande pompe par le ministre de la Santé. Ces journées ont permis au Congo de se doter du matériel nécessaire à la chirurgie endoscopique, une première dans le pays. Réception du matériel de pointe, formation des chirurgiens congolais par 3 professeurs venus spécialement de France et opérations retransmises en direct au Palais du Parlement. Sur le papier, tout était beau. Ces journées devaient permettre au Congo de rattraper son retard et d'apporter à la population cette chirurgie non intrusive qui permet de réduire le temps passé à l'hôpital, le risque d'infection et la durée de la convalescence. Les chirurgiens venus de Paris et Bordeaux étaient pleins de bonne volonté, contents de participer à cette première et avides de transmettre leur savoir à leurs collègues congolais. Problème: comment opérer en toute sécurité quand il n'y a ni eau ni électricité dans le bloc du CHU de Brazzaville, l'hôpital de référence du pays? Que faire en pleine opération quand le groupe électrogène censé pallier le manque d'électricité tombe en panne? Comment opérer sans bistouri électrique, élément indispensable de la chirurgie endoscopique? Seule l'expérience et le savoir-faire des chirurgiens venus de France et de Côte d'Ivoire ont permis d'éviter un fiasco. Le Congo-Brazzaville s'est doté d'un matériel de pointe et il faut s'en féliciter. Reste à savoir l'usage qui en sera fait quand les chirurgiens formateurs rentreront dans leur pays. Une fois les lampions des festivités du cinquantenaire de l'indépendance éteints, le peuple congolais boit à nouveau du noir, comme avant. Rien n'a changé pour lui. Il retrouve ses délestages dans la fourniture de l'électricité, sa course quotidienne à l'eau potable, bidon jaune dans les pousse-pousse ou à la main, et les promesses de jours meilleurs. Bref, la survie dans laquelle il consacre toute son énergie quotidienne pour essayer de se nourrir continue. Ces extraits d'articles piochés sur la toile donnent une idée du drame que vivent les Congolais. Le pays est tombé si bas que l'eau et l'électricité, essentielles dans le monde d'aujourd'hui, sont bizarrement inaccessibles. Quel que soit l'angle sous lequel on se place, la régression est telle qu'on cherche en vain le moindre motif de satisfaction.
Comment un pays de moins de 4 millions d'habitants, réparti sur un territoire de 342 000 km², baigné par le second fleuve du monde par son débit, bénéficiant de surcroît d'un sol et d'un climat propice à l'agriculture, peut-il éprouver tant de difficultés pour nourrir sa population? Comment se fait-il que la fourniture en eau et en électricité ne soit garantie nulle part, pas même à Brazzaville, la capitale, et à Pointe-Noire, deuxième ville et poumon économique du pays? Pourquoi se traîne-t-il en queue de peloton en Afrique, malgré les substantiels revenus qu'il tire de son pétrole et de son bois? Étant donné que des pays moins favorisés par la nature s'en sortent mieux, je fais volontairement l'impasse sur les facteurs externes qui freinent le développement économique et social du continent pour me concentrer sur les responsabilités proprement congolaises. Depuis des décennies, notre classe politique s'ingénie à maintenir le pays dans le gouffre où son incurie l'a précipité. Immaturité, incompétence, insouciance, égoïsme. Longue est la liste des défauts de ces gens qui ont accaparé le pouvoir sous le plaisant prétexte de servir le peuple, mais qui en réalité ne se préoccupent que de leur intérêt personnel. Ici, la sanction n'a plus droit de citer. Elle a été remplacée par un slogan devenu à la fois une philosophie et un système de gouvernement. Ebongate, toujours meilleur. Littéralement, que les résultats soient bons ou mauvais, toujours meilleur. En d'autres termes, peu importe les résultats, vous n'aurez pas mieux. Lancé dans les années 70 par un orchestre de la place, Super Boboto, SBB, qui pour la petite histoire se disloqua quelque temps après, ce slogan fut repris et popularisé par Pierre Nzé, membre du bureau politique du parti unique, qui ponctua une manifestation officielle par un tonitruant « Ebongate, toujours meilleur ». Lapsus révélateur ou inhabituel accès de sincérité de la part d'un baron du régime. Une chose est certaine, ce slogan aurait avantageusement remplacé la devise du parti. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Confrontés depuis les bancs de l'école aux errements de nos gouvernants, tour à tour journalistes, enseignants, diplomates et responsables administratifs à différents moments de ma vie, je peux me prévaloir d'une connaissance approfondie du Congo et de ses dirigeants. En 40 ans de service, j'ai vécu tant de situations ubuesques, vu tant de choses invraisemblables, été témoin de tant d'aberrations qu'il m'a semblé utile de les partager avec ceux qui s'intéressent au Congo, plus connu pour les tueries, viols, pillages et autres abominations qui se sont produits depuis 1997, que pour ses innombrables charmes et opportunités. Les Congolais ont le goût des lettres, ils écrivent beaucoup. Notre littérature est l'une des plus riches d'Afrique francophone, l'une des plus belles aussi, puisqu'elle compte un grand nombre d'écrivains de réputation internationale. Mais l'engouement pour l'écrit s'arrête, semble-t-il, à la fiction. Rares sont les ouvrages sur l'histoire récente du Congo. Non seulement l'exercice n'est guère prisé par les acteurs politiques, mais il ne tente pas davantage les hauts fonctionnaires, universitaires, journalistes et autres courtisans qui grenouillent autour d'eux. Paresse intellectuelle ou excès de prudence de la part de ces témoins privilégiés qui ne veulent pas encourir les foudres du pouvoir en dévoilant des affaires qu'ils s'efforcent de garder secrètes? La question se pose. Avoir l'hécatombe qui se profile dans les rangs des protagonistes, où l'on a enregistré coup sur coup les décès des anciens premiers ministres Claude-Antoine Dacosta, André Milongo, Stéphane Bongo Noira et de tant d'autres ténors de la scène politique congolaise, Bernard Kolela, Jean-Pierre Tister Tchikaya, Ambroise Noumazalei, Ngila Mungunga Kombo, morts sans avoir laissé leur part de vérité sur les affaires auxquelles ils ont été mêlés. On ne peut que regretter une telle lacune. Cet ouvrage vient de loin. Il répond aux besoins que je ressentais depuis l'université
de raconter un jour les dessous des événements que je vivais. Même amputé des documents que je conservais à cette fin, mes archives personnelles ayant été détruites pendant la guerre civile, ce témoignage devait être produit. Je reste persuadée que le rappel des faits marquants de notre histoire, couplé au récit des épisodes qui ont jalonné mon parcours individuel, éclaire un tant soit peu l'étrange posture dans laquelle notre pays se trouve. L'amoncellement d'occasions ratées et d'échecs que le Congo connaît depuis son indépendance a forcément une explication rationnelle. Tout le monde en convient. Cette situation n'est pas due à la nature, bien généreuse à notre égard. Si l'on exclut la malédiction à laquelle certains ont la faiblesse de s'accrocher pour expliquer un tel gâchis, il reste les effets conjugués des idées et des actes des dirigeants politiques. Ils portent l'entière responsabilité de ce que l'on est fondé à appeler le mal congolais. Un mauvais départ. La régression du Congo, je la mesurais à l'aune de la désillusion de mon père, fonctionnaire colonial. Il avait accompli l'essentiel de son service au Gabon en qualité d'agent spécial. Ce n'était pas une réplique de James Bond, loin de là. À ce titre, il gérait les finances des collectivités territoriales. Cet homme qui était relativement bien payé et qui bénéficiait de maints avantages, maison de fonction, main-d'œuvre corvéable à merci, corvée d'eau, fourniture de bois de chauffe, entretien de la concession et de ses abords par les prisonniers. Notable parmi les notables, partout où il atterrissait, n'eut jamais à endurer les affres de la colonisation. Bon serviteur de l'administration coloniale, mais néanmoins critique sévère de ce que la colonisation avait d'injuste et d'inhumain. Il épousa la cause de la majorité qui aspirait à plus de liberté et à de meilleures conditions de vie. Ces aspirations, personne n'en doutait, se concrétiseraient avec l'indépendance du pays. Au terme d'un processus qui fut marqué par les premiers troubles politiques du pays et leur cortège de malheurs et de victimes innocentes, l'indépendance fut proclamée le 15 août 1960. Un jour exceptionnel, vécu au dire des anciens dans la liesse générale. Un de ces moments magiques où tout un peuple célèbre dans la plus parfaite unité la liberté retrouvée, la foi en son avenir. Le temps était venu de bâtir un Congo libre et prospère. Mais les plus sceptiques voyaient dans la devise que le pays s'était choisi, unité, travail, progrès, de réels motifs d'espoir. L'unité, elle s'exprimait à travers le gouvernement d'union nationale, où les leaders du Nord et du Sud qui s'étaient affrontés se retrouvaient en bonne intelligence. Le travail, maintenant que le fruit du labeur leur reviendrait, nul ne ménagerait ses efforts. Quant au progrès, il serait forcément au rendez-vous. Il n'était pas encore question de la petite Suisse promise 35 ans plus tard par un candidat à la présidence de la République, mais simplement du bien-être qui découle d'une économie dynamique, d'un système scolaire performant, de services de santé et de protection sociale efficaces. En ces premiers instants d'indépendance, le sentiment général était assurément à l'euphorie. La désillusion fut immense, cruelle. Ceux qui avaient pris la relève des anciens maîtres ne se préoccupaient pas de la population. Le colon œuvrait pour la satisfaction prioritaire des besoins de la métropole. Les nouveaux dirigeants, leurs frères, s'agitaient pour leurs intérêts personnels et accessoirement pour ceux de leurs proches. Des relents de nostalgie effleuraient certains esprits. Au moins y avait-il sous l'administration coloniale des campagnes de vaccination, de démoustication, des dispensaires bien tenus assurant la gratuité des soins, la distribution gratuite des fournitures scolaires aux élèves, toutes choses qui avaient été abandonnées par les nouveaux dirigeants. Pour la plupart des Congolais dont l'horizon se limitait dans le meilleur des cas aux frontières nationales, qui ne percevaient la complexité de l'économie qu'à travers ses ratés, chômage, stagnation des salaires, inflation, baisse du pouvoir d'achat, et qui n'avaient pas une juste mesure de l'implication de l'économie congolaise dans un système
qui la rendait tributaire de la conjoncture internationale, la déception était immense. Depuis l'indépendance, ils étaient gavés de beaux discours et de rien d'autre. À bout de patience, ils avaient fini par assimiler la politique au mensonge et par extension, les hommes politiques, ces fiefés menteurs, aux parasites qui s'engraissaient aux dépens du peuple. Mon père, homme de principe, viscéralement attaché aux valeurs du travail, d'honnêteté, de générosité et de modestie, ne comprenait pas que les gouvernants se conduisent de façon aussi blâmable. Non seulement ils étaient incompétents, fainéants, tribalistes, coureurs de jupons et dépensiers, mais suprême tare à ses yeux de gestionnaires rigoureux, n'ayant enregistré aucun manquant en 36 ans de manipulation ininterrompue de l'argent public, il puisait dans la caisse. Avec de tels chefs, le progrès ne serait jamais au rendez-vous. À considérer les atouts dont le pays disposait à travers l'héritage colonial, la régression était frappante. Ce que mon père pressentait intuitivement en tant que profane fut formellement établi par le géographe Alain Auger dans une étude sur les problèmes de développement au Congo. Un autre héritage de la colonisation avait été sérieusement mis à mal, l'unité nationale. Pour autant qu'on puisse conférer cette vertu à la coexistence pacifique des différentes ethnies du Congo sous la férule de l'administration coloniale, dès les premières élections à l'Assemblée du territoire qui devait désigner le chef du premier gouvernement congolais et rédiger la constitution de la Première République, les manœuvres politiciennes des trois partis à forte dominante ethnique qui luttaient pour le pouvoir débouchèrent sur des troubles graves. Les trois plus grandes villes du pays furent secouées par des règlements de compte entre militants, entre sudistes et nordistes, qui dégénérèrent en guerre civile au mois de février 1959. Les belligérants rivalisèrent d'ardeur et d'excès, donnant du fil à retordre aux forces armées qui parvinrent difficilement à rétablir l'ordre public. Après bien de tergiversations, les leaders politiques finirent par s'accorder sur la formation d'un gouvernement d'union nationale, associant majorité et opposition à l'exercice du pouvoir. La scène politique s'est pacifiée, mais elle a oublié le peuple. Je cite. Un sourd mécontentement commence à gagner les couches populaires 3 ans après la proclamation de l'indépendance en 1960. Elles avaient cru que l'indépendance allait, comme par magie, apporter des conditions de vie meilleures. La désillusion est rapide. Les maîtres ont changé, mais pas les inégalités. Pour verrouiller complètement le jeu politique, le président Fulbert Youlou fait voter le 13 avril 1963, en dépit de la Constitution, la loi 1463, instituant le régime de parti unique. Mais son pouvoir est trop affaibli. Le coup de grâce viendra 4 mois plus tard avec la décision du président d'instituer un syndicat unique. Soutenu par une forte mobilisation populaire et par l'armée, le cartel des syndicats libres obtient le 15 août la démission du président de la République. Le peuple déchantera très vite. Le nouveau pouvoir, cartel de marxisans et de militaires, institue autoritairement le même monolithisme politique et syndical que celui qui l'a combattu. Désormais, il n'y aura plus qu'un parti, le Mouvement national de la Révolution, MNR, et un syndicat, la Confédération syndicale congolaise, CSC, au nom de l'unité nationale. Virage de l'indépendance mal négocié, contexte social difficile, excès en tout genre, font donc qu'en l'espace de 3 ans, le premier président du Congo cristallise tant de mécontentement que l'action de quelques syndicalistes encouragés par les discours enflammés d'un Sékou Touré en visite au Congo suffit pour déclencher une révolution populaire. En 1963, j'étais bien jeune, mais je me souviens de la ferveur populaire qui animait les vagues de manifestants convergeant vers le palais présidentiel,
chantant à tue-tête un refrain de circonstance. Youlou a tout volé, nous bâtirons de nouveau. Youlou a tout volé, nous bâtirons de nouveau. Suffit la liberté. Congo, Congo. La foule finit par obtenir la démission du chef de l'État au 3e jour de la révolte. Beaucoup crurent que le pays prenait un nouveau départ, le bon départ, et puis patatras. Arrivé au pouvoir dans les pires conditions qui soient, le président Alphonse Massamba Deba, homme pieux et soucieux du bien-être de ses compatriotes, ne put contenir les ardeurs révolutionnaires de son entourage. À la faveur de ces événements, il y eut un renouvellement de la classe politique. Beaucoup de nouveaux visages firent irruption sur la scène nationale. Ils venaient presque tous des syndicats à l'origine de l'insurrection et des rangs de la jeunesse. Encore fidèle à la conception républicaine de sa mission, l'armée se tint à l'écart du chambardement en cours. Les plus actifs de la nouvelle classe dirigeante étaient les jeunes intellectuels, comme ils se qualifiaient. Jeunes, ils l'étaient, puisqu'ils avaient moins de 30 ans. Intellectuels, rien n'était moins sûr. À tous égards, ils étaient plus proches de potaches ambitieux, désertant les bancs de l'école pour se lancer à la conquête des palais de la République que de véritables intellectuels. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois, dit-on. Je ris les mots de mon père. My God. Dans le Congo des années 1960, où le mythe du diplôme était à son apogée, leur cursus ouvrait des perspectives. Le pouvoir, ce fabuleux gisement mal exploité par la première génération de dirigeants nationaux, leur tendait les bras. Ils s'y ruèrent sans état d'âme, multipliant acrobaties, choses-trappes, trahisons et complots pour s'incruster sur la scène politique. Comble de perfidie, cette agitation était prétendument effectuée au nom du peuple, comme si on ne pouvait pas le servir qu'en étant perché au sommet de la pyramide. D'où sortaient ces jeunes intellectuels et de quelle expérience pouvaient-ils bien se prévaloir pour truster les plus hautes fonctions de l'État? Ceux qui vivaient au Congo appartenaient aux instances dirigeantes des organisations nationales de jeunesse. Jeunesse étudiante catholique, JEC, Jeunesse étudiante protestante, JEP, Association scolaire du Congo, ASCO. Les autres militaient à l'Association des étudiants congolais, AEC, une section territoriale de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la célèbre FEANF, en pointe dans le combat anticolonialiste et l'opposition au gouvernement qui avait succédé à l'administration coloniale. Ils étaient tous fichés par les services de sécurité du régime précédent pour leur activisme politique. Nombreux avaient démontré de réelles aptitudes à embrigader leurs petits camarades et bien avant d'arriver aux affaires, certains brillaient déjà par leur opportunisme. Les plus connus des jeunes qui prirent leur envol à la faveur de la Révolution sont Ambroise Noumazalei, Martin Berry, Ange-Édouard Pongui, Pierre Nzé, André Ombessa, Henri Lopez, Hilaire Monteau, Jean-Pierre Tister Chikaya, Claude-Ernest Ndala, alias Graille, Norbert Mungunga, qui troqua son prénom catholique contre celui authentique de Ngila, Justin Lekunzu, devenu pour les mêmes raisons Iti Osetumba. Gauchistes pour la plupart, ils phagocytèrent le président Massamba Deba. À marche forcée, ils entraînèrent ce révolutionnaire malgré lui, fort loin des objectifs initiaux qu'il s'était fixés. Lui militait pour un socialisme à la sauce tropicale, le socialisme bantou. Eux ne juraient que par le socialisme scientifique et n'avaient que faire de cette ersatz adaptée aux spécificités de la société congolaise. C'est donc à eux que l'on doit l'adoption du socialisme scientifique comme doctrine officielle du Congo. À eux également que reviennent les fortes décisions qui ébranlèrent les fondements du pays. L'instauration du parti unique, la politisation de l'armée, la nationalisation de l'enseignement.
Étaient-ils vraiment conscients des implications de leurs actes? Que l'on réponde par oui ou par non à cette question ne change en rien leur culpabilité. Ils ne peuvent invoquer le manque d'expérience pour atténuer leurs responsabilités. Ils s'imaginaient peut-être que les objectifs visés seraient atteints sans coup férir. C'était péché par ignorance, par imprudence ou par manque d'humilité. Ils sont d'autant moins excusables qu'ils n'étaient pas arrivés au pouvoir à la suite d'un vote populaire. Ils n'avaient aucun mandat, ni pour gérer les affaires courantes, ni encore moins pour engager des réformes de cette envergure. Ils s'étaient imposés dans des circonstances particulières, mais gouvernaient, s'accommodaient mal de l'amateurisme dont ils faisaient montre. Leur échec était d'autant plus choquant que le bien-être qu'ils n'avaient pu apporter à la population dont les difficultés ne cessaient de croître, ils l'avaient brillamment atteint par eux-mêmes. L'irruption des jeunes intellectuels au devant de la scène précéda de peu celle des jeunes officiers. Marien Ngouabi, Joachim Yombi Opango, Denis Sassou Nguesso. Ils brûlèrent la politesse au chef de l'armée qui se voulait légaliste et prirent la grave décision d'engager cette institution dans l'arène politique. L'alliance des jeunes loups civils et militaires aboutit à l'éviction du président Massamba Deba, jugé trop timoré, pas assez révolutionnaire pour piloter l'avènement du premier État socialiste en Afrique noire. Les révolutionnaires qui lui succédèrent ne réalisèrent pas de miracle. Au contraire, ils s'enfermèrent dans les dogmes alors que le réalisme commandait de s'appuyer sur l'observation de notre propre société. Transposer au Congo les analyses, théories et solutions élaborées pour d'autres n'était pas le meilleur gage de succès. En dépit des affirmations officielles, l'expérience se traduisait par un cuisant échec. Piètre gouvernant, mais bon, propagandiste. Ils enfilaient les meetings, monopolisaient la radio et la télévision nationale, multipliaient les articles dans la presse écrite, affichaient slogans et portraits géants sur de grands panneaux publicitaires pour susciter l'adhésion populaire. Bref, en un mot comme en mille, ils brassaient du vent. Plus la satisfaction des besoins vitaux des masses populaires tardait à se concrétiser, plus la propagande était cynique. Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Version congolaise du romanesque vivre d'amour et d'eau fraîche. Ce slogan ne valait que pour le peuple. Pseudo-révolutionnaires et jouisseurs invétérés, les dirigeants se dispensant de tout sacrifice faisaient bombance à qui mieux mieux. Ils collectionnaient maîtresses, villas, véhicules de luxe et autres gracieusetés. Une large fracture était apparue au sein de la société congolaise. Il y avait d'un côté l'infime minorité appartenant au cercle du pouvoir, de l'autre la masse gouillante des déshérités qui peinaient à joindre les deux bouts. Et depuis lors, le fossé n'a cessé de s'élargir. Une imposture dénoncée par l'artiste Franklin Boukaka dans un album culte de la musique congolaise. Je cite: « Regardez la bouche qui mange la viande. Regardez la bouche qui s'empiffre de viande. La mienne est abonnée aux légumes. » Le texte original est en lari et bien plus incisif que la traduction que j'en fais. Tout aussi mordant, Le bûcheron, titre phare de l'album, pointe les injustices de la société post-coloniale. Misère et souffrance du peuple, face à l'indifférence et à l'opulence des gouvernants qui ne se soucient de lui qu'au moment des élections. Les foules qui chantaient « Youlou a tout volé » en 1963 ne sauraient trouver les mots pour dénoncer les pillages dont ses successeurs se sont rendus coupables. Connu en tant que prêtre et politicien, Fulbert Youlou était aussi un homme d'affaires. Déjà propriétaire d'un hôtel à Bakongo et d'une ferme à quelques kilomètres de Brazzaville, il construisit pendant son mandat un grand hôtel au centre-ville, ce qui lui valut cette chanson infamante. Hormis Alphonse Massamba Deba, dont le patrimoine, constitué pour l'essentiel d'une maison en tout point semblable aux habitations du quartier populaire où il résidait avant d'être président, ne s'accrut pas. Tous les autres ont profité de leur position
pour se constituer de superbes parcs immobiliers au Congo et à l'étranger. Au niveau local, plus question de se fondre dans la masse. Palais et somptueuses résidences sont érigés sur de vastes domaines, agrandis à coups d'expropriation. De gré ou de force, tout le monde s'aligne. Un dédommagement est accordé aux particuliers en contrepartie de ceux qu'ils abandonnent. S'il s'agit des propriétés de l'État, un tour de passe-passe administratif suffit. Le patrimoine de l'État est prestement dégarni au profit du guide providentiel de la nation. Marien Ngouabi déménagea l'état-major de l'armée pour ses aises. Yombi Opango accapara un secteur du quartier industriel de Mpila. Et Denis Sassou Nguesso fit mieux en s'arrogeant un domaine encore plus vaste dans la même zone. L'obsession sécuritaire aidant, ils érigèrent de hauts murs d'enceinte et des barrages filtrant sur les voies d'accès, s'isolant totalement de la population dont ils auraient normalement dû se rapprocher en tant que révolutionnaires. Les ministres et autres hauts responsables du régime, gagnés à leur tour par cette frénésie immobilière, s'en donnèrent à cœur joie. Depuis, témoignage patent d'une société à deux vitesses où l'opulence côtoie la misère. De belles villas fleurissent aux côtés des modestes habitations aux toits rouillés. De ci, de là, apparaissent des bouts de rues bitumées, reliant des demeures privées aux grandes voies de circulation, des poteaux électriques qui éclairent les abords des résidences ministérielles, alors que le reste de la rue est plongé dans le noir, et bien d'autres aberrations. Ces messieurs n'étant même pas à une absurdité près. Comme leur chef et modèle, ils n'hésitent pas à empiéter sur le domaine public pour réaliser leur giga-construction. Ainsi, Brazzaville porte-t-elle les stigmates du délire crescendo de ses maires successifs. Pour ne parler que des initiateurs, Louis Atonga, le premier, agrandit sa concession en accaparant quelques mètres de la voie non aménagée qui passait devant sa propriété au plateau des 15 ans. Ses voisins s'empressèrent d'en faire autant et l'ex-futur boulevard se trouva considérablement retréci sur toute sa longueur. Gabriel Emwenge s'offrit un château d'une vingtaine de pièces dans une zone très prisée surnommée quartier pétrole, en raison de la forte concentration de nouveaux riches et de belles villas. Jean-Jules Okabondo s'attribua un bloc entier dans un quartier habité de longue date pour édifier la villa pharaonique de ses rêves. L'édifice obstruait des sections de rue, mais qu'importe. Grâce à monsieur le maire, ses voisins apprirent les joies du contournement pour accéder à leur domicile. Villa cossue, 4x4 et voiture de luxe ne constituent que la partie visible des fortunes de nos chères excellences, des membres de leur famille et de leurs alliés. C'est en centaines de millions que se chiffrent les avoirs des plus riches. Certains auraient même dépassé le cap du milliard de francs CFA. Sacrée performance pour des gens qui ne brillent ni par leur génie, ni par leur talent de gestionnaire et qui ne possèdent pour tout dire aucune affaire susceptible de justifier l'accumulation de ces montagnes d'argent. Car la caractéristique principale des onazis congolais, c'est qu'ils ne sont ni héritiers, ni bâtisseurs d'empires économiques, mais militaires, fonctionnaires ou agents des entreprises d'État, placés à des postes qu'ils ont transformés en véritables pompes à finances. Si la presse internationale se fait régulièrement l'écho des informations relatives à la famille présidentielle, Brazzaville bruit d'autres scandales à peine imaginables, un ministre qui se fait voler la coquette somme de 100 millions de francs CFA dans son village natal, le directeur général du budget qui assassine un domestique, un juge injustement accusé de lui avoir subtilisé 86 millions qu'il gardait sous son matelas, etc., etc. Cet argent qui s'envole dans les dépenses somptuaires des campagnes électorales ou qui garnit les coffres des banques étrangères, c'est de l'argent qui aurait pu profiter à l'ensemble des citoyens en finançant la construction des écoles, hôpitaux, routes, stades, maisons de la culture et des arts qui font cruellement défaut. Tout bien pesé, le XXe siècle si remarquable
dans l'évolution de l'humanité n'aura pas apporté grand-chose aux Congolais, juste l'indépendance. Indépendance nominale, indépendance confisquée, pervertie, gâchée par les dirigeants nationaux et leurs maîtres à penser étrangers. L'espoir qu'ils en aillent autrement au cours de ce nouveau siècle est bridé par l'affaiblissement de l'État, attesté par le flot des crimes et délits impunis, notamment les crimes économiques si préjudiciables au développement du pays. Les estocades portées au fil des ans par les pseudo-révolutionnaires qui n'avaient de cesse d'attaquer, vilipender et vider les institutions de leur substance ont eu l'effet escompté. L'État est aujourd'hui trop faible pour empêcher quoi que ce soit, incapable par exemple d'endiguer la corruption. 50 ans après l'indépendance, la vaste entreprise de saccage des pseudo-révolutionnaires, l'égoïsme et la cupidité de ses dirigeants ont transformé le Congo en pays exsangue où les choses vont de mal en pis. L'école, l'armée, l'agriculture, les routes, la communication, les conditions de vie se dégradent continuellement, renforçant chez de nombreux Congolais le sentiment d'une descente aux enfers. Voilà, c'était la première partie du premier livre que je souhaitais partager avec vous dans Carrefour littéraire. Donc, il y aura une suite. Je continuerai la lecture de quelques chapitres avant de passer à un autre ouvrage. Pour le moment, nous sommes dessus, Le mal congolais, écrit par Jean-François Sylvestre Souka, qui nous détaille, nous décrit, nous explique les origines de la ruine du Congo-Brazzaville. Donc un livre qui est mêlé de faits historiques, faits politiques, mais également le récit de sa vie. Donc on peut dire un ouvrage qui est également autobiographique. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite du mal congolais. J'espère que ça vous a plu et que vous serez là au prochain rendez-vous. On se dit à très vite. Bonne soirée à tous. Bye.